Bonjour tout le monde, il va être question dans cette vidéo de Rosalie Bloom réalisée par Julien Rapneau et je viens de faire une expérience qui m'arrive très rarement au cinéma, je viens de vivre un trou noir cinématographique. La chose est très concrète, c'est-à-dire que je déteste tellement tout ce qu'il y a dans ce film que quelques matières ou quelques lumières qui passent à côté du film, qui pourraient être intéressantes, est absorbée par la force de gravitation du trou noir et disparaît dans une haine profonde et obscure. Le problème des trous noirs cinématographiques, j'en ai pas vécu beaucoup, mais c'est que je sais jamais si c'est le film qui est complètement pourri ou si c'est moi qui suis pas du tout dans les bonnes dispositions pour apprécier le film. Parce que principalement, la raison pour laquelle je suis dedans, c'est que je déteste jusqu'à la base, la sève du film, en fait. Je déteste déjà le concept d'espionner sur des gens qu'on a vus, qui nous intéressent ou pas, surtout au point où va le film. Peut-être parce que étant un personnage semi-public sur internet, j'aime pas qu'on aille dans ma vie privée, donc du coup j'aime pas qu'un film mette ça en avant comme presque un truc ultra romantique et super poétique et super beau. Non, je suis désolé, vous espionnez la vie des gens, vous piquez leurs poubelles, vos machins, je trouve même ça inconscient pour faire la promotion de ce genre de choses. Par le film ou la BD, parce que c'est adapté d'une BD à la base. Alors d'ailleurs, au niveau du trou noir, c'est pareil, mais la BD, je déteste le truc. Je l'ai pas lu. Je viens de regarder là des scans et des captures d'écran, des trucs sur internet, et je déteste le style avec lequel la BD est dessinée déjà à la base et la façon dont le découpage est fait dans le truc, j'aime pas du tout. Donc il y a vraiment rien que je peux supporter là-dedans. J'aime pas la leçon que ça donne au final sur la vie, parce que en gros la leçon c'est en fait vous avez pas besoin de faire quoi que ce soit, au final toutes les pièces vont s'emboîter et les choses iront bien pour vous. Ce que je déteste, parce que c'est une façon de penser qui pousse les gens à ne rien faire. C'est-à-dire c'est une façon de penser qui dit, de toute façon, t'emmerdes pas, fais pas d'études, te fais pas chier, te fais machin, tu vas rencontrer les bonnes personnes, tu vas rencontrer les bons machins, et au final, tu vas réussir à faire ce que tu veux, etc. Et je déteste cette façon de penser, non, faut se sortir le dos du cul, il faut bosser, il faut aller vers les gens. Il y a une partie de ce message-là quand même dans le film, parce que, à un moment, justement, les personnages doivent décider d'y aller. Mais globalement, l'idée que tout ça soit lié, alors en plus, tel que c'est lié dans le film, c'est le genre de choses, c'est ça le truc, c'est l'idée que en fait les liens sont invisibles et se tissent sans qu'on les voit, etc. J'arrive pas à accepter cette façon de voir la vie, que je déteste. Autre point qui m'insupporte, la ville se tourne à Nevers. Ça vous paraît aberrant, mais je déteste la ville de Nevers. Alors les Neversois, bonjour. Je suis navré, j'ai un truc contre cette ville, elle me débecte. Et en plus, je la trouve pas bien filmée dans le film, c'est-à-dire qu'il m'a vraiment fallu une demi-heure avec les plans sont tellement serrés parce que le Julien Rapneau se concentre beaucoup sur ses personnages et plus que sur les personnages que sur le décor. Et il y a des indices visuels que j'ai repérés un peu partout en me disant mais c'est Nevers ça, il y a un truc, je reconnais cette rue, je reconnais machin, ah la boule en granit qui tourne et tout. Oui, c'est Nevers, je déteste cette ville. Et en plus, je vois vraiment pas ce qu'elle apporte au film. C'est-à-dire que je comprends à la limite, alors le seul truc que j'ai vu, c'est un argument de Rapneau qui disait qu'il voulait reproduire le côté petite rue et en gros petite ville qu'il y avait dans la BD. Mais alors pourquoi Nevers spécifiquement? Je sais absolument rien. J'avais reconnu aussi le pont, je sais plus comment il s'appelle, mais le pont et puis la cathédrale de Nevers, bien sûr. J'aime pas cette ville, je la déteste. C'est pareil, il y a un moment, ils sont chez elle et elle affichait un plan de Nevers, et Nevers, c'est la seule ville où ils sont complètement cons, et les plans de la ville, ils les affichent pas vers le nord, avec le nord en haut. C'est la seule ville où ils la mettent sur le côté parce que leurs panneaux d'affichage... Bon, bref. Ça doit avoir aucun sens, mais ça a aucun sens pour moi non plus, alors. Je suis navré, ça fait déjà 4 minutes, mais ne restez pas... Je sais pas ce que valent mes avis. Là, vraiment, les arguments que je vais apporter pour dire que j'aime pas le film, je sais pas ce qu'ils valent, parce que vraiment, j'ai l'impression que il y avait rien que je pouvais aimer dans ce film. Et c'est vrai qu'en sortant, je n'aime rien de ce film. Alors, il y a 3 trucs qui sauvent le film à mes yeux, sauvent le film que j'ai apprécié dans le film, mais qui le sauvent même pas, parce que pour moi, le film n'est pas sauvé. Kian Kojandi, qui a une tellement bonne bouille que je peux pas lui en vouloir de toute façon, même s'il a une grosse merde, je crois que j'arrive à pas lui en vouloir. Et je crois que c'est exactement pour ça qu'ils l'ont pris dans le film, c'est vraiment ce côté, il joue très bien le mec maladroit et en même temps profondément émotif. C'est quoi? Je suis un homme, mais j'ai des faiblesses quand il fait le truc comme ça. C'est donc voilà, Kian Kojandi, oui. Alice Isaz, qu'on avait déjà vu dans La Crème de la Crème l'année dernière et qui est une putain d'actrice qui joue super bien. Et c'est à peu près la seule du film parce que même Kian Kojandi, il a beaucoup de mal et ça vient probablement du fait que c'est le premier film de Julien Rapneau qui sait pas encore très bien diriger les acteurs. Mais alors, Kian Kojandi, que jusque-là, j'avais jamais eu de problème avec son jeu. Là, pour le coup, c'est la première fois que je le vois dans un film et j'y crois pas.
Et dernier truc, c'est que c'est bien filmé. C'est-à-dire que autant j'aime pas la valeur de focale qui est prise, c'est-à-dire qu'on filme les personnages de trop près puis qu'on n'ait pas vraiment de vision d'ensemble, etc. Mais les cadres sont très bien composés, sont assez jolis, aussi bien les centrages que le centrage des personnages que certains décors où il va jouer sur les symétries et jouer sur il joue beaucoup sur Nevers, c'est beaucoup en vallée. Enfin, il y a beaucoup de relief dans la ville. Et il y a beaucoup de rues qui descendent à pic, mais avec du coup les maisons qui sont elles bien droites sur le truc, donc ça fait beaucoup de jeux visuels qui sont très jolis à filmer, et il le fait plutôt bien. Donc techniquement, esthétiquement, je peux pas vraiment lui en vouloir, c'est tout le contenu. Le contenu, mais s'il y a ce que, pour moi vraiment, le film est totalement superficiel. Il y a aucune profondeur dans le truc, il y a des idées qu'on tente d'exprimer, mais en soi c'est que de l'apparence et ça ne veut rien dire. Je vais vous mettre 2 exemples juste pour illustrer clairement l'idée. Il y a 2 tics chez les personnages principaux. Donc Vincent, qui est le personnage de Ken Kojandi, se met à saigner du nez à chaque fois qu'il a une émotion forte. Alors déjà, Julien Rapneau a dû abuser des mangas, parce que c'est surtout les mangas que ça arrive, les gens qui saignent du nez dès qu'ils ont une émotion forte. Mais alors, on sait jamais d'où ça vient. On sait jamais vraiment pourquoi est-ce qu'il a une émotion forte. Oui, d'accord, mais toutes les émotions fortes lui provoquent le même truc, presque. C'est pour ça qu'à la fin, on est surpris avec lui que ça se produise pas non plus. Je vous raconte pas la fin, évidemment, je suis pas un bâtard non plus, mais vraiment, je comprends pas, du coup, ce tic du tout. Et le personnage de Aude, qui est joué par Alice Isaz, c'est marrant, pour le coup, je me suis souvenu de tous les noms de personnages, mais il y en a que 3, donc c'était facile. Le personnage de Aude, pendant tout le film, entre guillemets, à partir du moment où on la présente, on nous fait comprendre qu'elle est artiste et qu'elle serait super douée et que ce serait bien qu'elle aille faire une école des beaux-arts ou un truc dans ce genre-là. Et le problème, c'est que rien dans le film n'exprime le côté artiste de Aude. Au mieux, on a les 3-4 photos, la dizaine de photos qu'elle a prises de Vincent quand elle dans le film. Faut pas que je vous révèle les trucs non plus. Mais elles sont complètement quelconques. Elles ont aucun sens parce que elle les a toutes prises avec le même appareil photo, mais elles ont toutes un format différent, donc un ratio différent. Faut pas que je parle de format. Donc elles sont toujours imprimées elles les recadrent ensuite ou des trucs dans ce genre-là. Bref, ces photos sont complètement quelconques. Elles ont rien de spécial et à chaque fois quand on les montre, on devrait. J'ai l'impression que le réalisateur s'attend à ce qu'on dise dis donc elles sont vachement bien ces photos, alors que non, elles sont pas spéciales ces photos. Elles ont rien de particulier. Et c'est le seul élément qui quelque part justifie ce sous-scénario des Beaux-Arts. Et c'est là en ça que je parle d'artificialité et de surface. Pour moi, le film sonne entièrement faux parce qu'il y a toujours plein de petites choses comme ça, mais qui en soi sont pas exploitées, sont pas bonnes, ou alors je l'ai pas vu, mais sont pas exploitées, sont pas bonnes, ou ne mènent à rien de vraiment intéressant, et semblent être faites juste pour donner un truc au personnage. Alors c'est une astuce d'écriture. Si vous écrivez des scénarios, j'en connais pas beaucoup d'astuces d'écriture, mais je peux vous donner celle-ci. Quelque chose qui marche, c'est le fait que chaque personnage ait quelque chose qui permet d'identifier. Par exemple, je vous ai donné ça pour Vincent et Aude, c'est les personnages principaux, donc évidemment qu'on les identifie. Un personnage secondaire comme le meilleur ami de Vincent, par exemple, dans le film, son tic, le truc qui fait qu'on le remarque, c'est que il utilise toujours des vieilles expressions. Ce qui peut être intéressant, mais non seulement le personnage lui-même ne sert à rien, mais alors, à rien du tout, aucun événement ne dépend du pote de Vincent, donc je sais pas du tout ce qu'il fout dans ce film, c'est vraiment juste pour qu'il ait un univers et des potes autour de lui, mais on n'était même pas obligé de les montrer spécifiquement, ça aurait pu pas sortir du film sans que ça change rien. Et cette histoire donc de prendre des vieilles expressions, genre, mais alors des vieilles expressions, pas des vieilles expressions genre années 70 ou 80, vieilles expressions genre années 90, 2000. Donc qu'est-ce qu'il pourrait dire, je sais pas. J'ai même plus ce qu'il est en tête, mais ça me paraissait même pas rétro. C'est juste que c'est pas des choses qu'on dit souvent. C'est des choses qui doivent venir dans d'autres qui viendraient pas dans ces moments-là, ou des répliques qu'on dirait pas dans ces moments-là. Ce personnage-là d'ailleurs, c'est le personnage qui joue le plus mal du film, et je pense que c'est en grosse partie dû à son texte, parce que genre je crois que la 2e scène où il apparaît, il démarre la scène et c'est genre alors comment elle va ta copine, et faudrait peut-être qu'elle t'appelle et machin. C'est un truc d'exposition mais horrible, extrêmement mal écrit, et c'est pourtant surprenant parce que Julien Rapneau c'est un scénariste. Et c'est un scénariste qui a fait beaucoup de scénarios que j'ai bien aimé en plus. Il a fait Faubourg 36, mais j'avais pas vu Faubourg 36, mais il a fait les films de KDO qui étaient plutôt bons, et je les ai pas tous en tête, j'ai vu toute la liste, il en a fait vraiment pas mal qui ont bien marché et qui étaient des bonnes références. Et là d'un coup, je pense que c'est parce que c'est son première réalisation et que du coup c'est la première fois qu'un réalisateur ne refait pas le scénario derrière.
pense qu'il y a un problème quand même au niveau... La plupart des autres réalisateurs devaient retravailler les dialogues au moins avec les acteurs en répétition pour essayer du coup de donner autre chose et donner quelque chose de plus vivant, parce que là c'est faux, mais c'est faux de A à Z. Et ce qui m'emmerde, j'ai fait un aparté mais sur le faux, mais ce qui m'emmerde au niveau de ce que j'ai dénoncé là sur le meilleur pote qui a un tic comme ça pour l'identifier, c'est que ça fait extrêmement, mais tout le film fait extrêmement copier sur Amélie Poulain. Je veux pas trop en parler parce que c'est très facile de dire qu'un film a copié sur un autre. Toutes les histoires ont déjà été dites. Donc c'est pas... évidemment qu'il y a des choses qui vont se répéter, évidemment qu'il y a des choses qui vont revenir. Mais là, il y a quand même énormément d'éléments qui sont très réminiscents d'Amélie Poulain, mais qui sont jamais exploités de la même façon, mais qui, sur le concept général, semblent vraiment piquer d'Amélie Poulain. On va dire que le personnage principal, par exemple, ce serait Kian Kojandi. Il a les yeux aussi noirs qu'Amélie Poulain, mais ça, c'est un hasard, c'est le casting. Mais il y a qu'un seul de ses parents qui est vivant. Et évidemment, c'est un parent qui est devenu complètement neurasthénique et qui bouge plus, etc., et qui a jamais été très aimant, comme Amélie Poulain aussi, et qui a un côté un petit peu abus. Je trouvais qu'il y avait presque un mélange entre Amélie Poulain et Vilaine, ce qui était marrant parce que Vilaine était une parodie ou un anti-Amélie Poulain, et je trouvais qu'il y avait un mélange des deux en même temps à ce niveau-là, au niveau du père par exemple. Mais qu'est-ce que j'avais d'autre encore dans les... Oui. Tout Amélie Poulain démarre au moment où, vous savez, il y a le narrateur qui résume un peu toute la vie d'Amélie Poulain. Et alors, ça se passe pour chaque personnage, c'est-à-dire que ça revient 3 fois dans le film. Le film est découpé en 3 parties qui sont chacune consacrées à un personnage, Vincent, Aude et Rosalie. Et il a découpé en 3 pour recopier la BD qui était sortie en 3 tomes. Et donc, au début de chaque partie, on a le personnage qui parle de sa vie, qui parle de machin, qui parle de ses habitudes, qui parle de tous ces trucs-là, qui sont vraiment typiquement la façon de présenter les personnages qu'il y avait dans Amélie Poulain au début. Et ça commençait dans Amélie Poulain au moment où, il dit, et nous sommes je sais plus, la nuit du 27 août ou du 28 août, le moment de l'accident de Lady Di, où Amélie Poulain laisse tomber son petit bouchon de parfum qui roule et ouvre la cachette où il y a la boîte de Monsieur Bretodo. Ou Bredotto, je ne sais plus d'ailleurs, sur le coup. Bretodo. C'est ça. Vieille réminiscence. Bon, bref. Et au début de ce film, donc il y a le personnage de Vincent qui nous fait tout le résumé de sa vie, de tout son machin, de toutes ses habitudes, de ses clients et tout le bordel, et qui termine par je connaissais toute ma vie par cœur jusqu'à ce jour d'automne. C'est vraiment exactement comme Amélie Poulain, c'est la construction du le jour où tout a basculé. Alors c'est tous les films, parce que les films commencent au moment de l'élément perturbateur, l'élément qui change le début de la vie, mais de le montrer, enfin de l'exprimer en voix off comme Amélie Poulain et que ça arrive en même temps, etc. Tout ça fait le côté un petit peu très réminiscent quand même. Ah, pareil, Aude a un coloc qui est artiste, qui dans l'idée est réminiscent de l'homme de verre qui est d'Amélie Poulain. Et bon, du coup ça sépare Amélie Poulain entre Aude et Vincent, mais bon voilà, je peux pas insister dessus, il faut pas que j'insiste dessus, je suis con, faut pas que je fasse ça, mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent pas et qui me paraissent pas très très cool. Sans aller clairement dans l'accusation de plagiat, je pense pas que c'en soit une, et c'est trop facile de passer dans le plagiat, mais inspiration, certainement une grosse inspiration Amélie Poulain. Presque, je pense, l'envie pour Gérard Arnaud de faire son Amélie Poulain, presque. Sur l'artificialité, pour revenir à ça, du coup, c'est que tout paraît vraiment très très faux, genre. Donc le principe c'est que Vincent voit Rosalie à un moment et il se met à y penser. À un moment il fait un rêve et il rêve juste qu'il voit Rosalie, enfin un truc tout con quoi. Et dans ce problème de direction et ce truc très faux et très en surface et très superficiel, le personnage se réveille en sursaut dans son lit et il est et t'as envie de te dire putain mec, tu viens pas de rêver d'un alien qui te pond dans le bide, t'as juste rêvé que tu voyais Rosalie Bloom dans ton magasin, enfin y a un problème ou quoi? Calmos, c'est pas si important que ça quand même, c'est un peu, tu vas un petit peu loin dans l'énervement et dans le fait que la façon dont il vit le truc quoi quand il se réveille. Pareil, alors à un moment il voit un truc très particulier par rapport à Rosalie, que si vous avez vu le film ou si vous allez le voir, vous verrez très très clairement de quoi ça parle. Il revient chez lui. Alors oui, il a vécu un truc un peu bizarre et d'un seul coup le téléphone sonne. Et il a ce truc complètement absurde et cliché du mec qui se fige en regardant le téléphone qui sonne. Il lui a rien arrivé de super grave, hein, il a juste vu quelque chose. Il sait même pas si ce qu'il a vu l'a vu. Il revient chez lui, le téléphone sonne, il est genre en panique quoi. C'est ton téléphone sonne
t'en as rien à la limite, si t'étais en plein dedans, oui, ça t'aurait stressé, un truc dans ce genre-là, j'aurais compris, mais là, t'es plus dedans, t'es chez toi, t'es tranquille, t'es peinard, ton téléphone sonne. T'es chez toi, ton téléphone sonne. Faut pas non plus prendre ça pour l'espèce, tu prends quel KGB qui t'appelle ou un truc. Enfin, c'est, ça m'énerve, ce genre de truc, des petits détails à la con, mais qui me sortent complètement du film. C'est ce qui peut être juste ma faute, mais bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, il y a un moment, Rosalie et Aude s'engueulent. Et Aude lui envoie, enfin, en s'énervant, lui envoie dans la gueule, pour une fois qu'il t'arrive quelque chose. Et le premier truc que je me suis dit en entendant ça, c'est, mais qu'est-ce qu'elle en sait? Depuis le début du film, on nous dit qu'elle l'a quasi jamais vue. La Rosalie Bloom, elle est un peu excommuniée. Si vous voyez le film, vous comprenez ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec une église. Qu'est-ce que Aude en sait de s'il lui arrivait quelque chose dans la vie de Rosalie? Alors, ça peut être du coup une accusation envers le personnage de dire le personnage dit ça alors qu'il en sait rien, mais même l'engueulade elle-même sort de nulle part. C'est la façon le personnage de l'autre personnage, le troisième personnage, avait des façons tout à fait justifiées de réagir comme ça, et elle pouvait juste le regarder partir sans avoir, surtout que l'engueulade elle amène à rien, hein, c'est en 2 scènes on l'a oublié. Donc j'ai vraiment pas compris cette idée-là, c'est genre juste rajouter de la tension à un moment dans le scénario. Et c'est là que ça me paraît artificiel, c'est que j'ai l'impression de voir des astuces de scénario ultra basiques qu'on m'a appris dans mes cours de scénario, qui étaient pas des vrais cours de scénario, qui étaient des cours de scénario très basiques aussi. C'est-à-dire, il faut un élément perturbateur, un événement dramatique. Et quand votre scénario s'arrête, quand vous avez plus rien à faire, vous rajoutez un élément dramatique pour rajouter un peu de tension quelque temps. Et on a l'impression qu'il a rajouté une engueulade comme ça entre 2 scènes parce qu'il avait l'impression qu'il se passait plus rien dans son film. Et je comprends pas où elle va. Pourquoi cette engueulade a lieu, etc. Enfin, voilà. Bref, ça m'énerve. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, alors dans l'artificialité aussi, mais aussi dans le côté intrusion apologie de l'espionnage et de l'intrusion de la vie privée. Je trouve que Rosalie est totalement inconsciente par rapport à ce qui se passe et que tous les personnages vivent ça de façon beaucoup trop cool. Enfin, vraiment tous. À la limite, les potes de Aude qui se font des films et des machins me paraissaient plus réalistes que ce qui se passe vraiment dans le film. Enfin, c'est vraiment compliqué. Je sais pas si je peux classer ça en artificialité. Peut-être. Alors, à un moment, Rosalie veut aller à la mer et elle dit si vous voulez, on prend la voiture, il y en a pour 3 heures. Non. Pour l'avoir fait, enfin le trajet Bretagne-Nevers, ça prend pas 3 heures. Si elle a mis 3 heures, ça veut dire que Rosalie Bloom, elle roule à 200 km sur l'autoroute, que c'est une grosse gueudin du volant et qu'elle en a rien à foutre des radars. On va pas jusqu'à la mer depuis Nevers en 3 heures. Minimum 4h30. Ou 4 heures. J'en connais qui l'ont fait en 3 heures, mais heureusement que les flics les ont pas vus, quoi. Donc, non, ça ne se produit pas. Et je comprends même pas pourquoi elle dit ça, quoi. Pourquoi, juste aller vérifier, enfin, vous faites Google Travel, vous allez bien voir que ça met 4 heures, 4h30, un truc dans ce genre-là, pour aller de Nevers à n'importe où. Nevers, c'est au centre de la France. Donc c'est à équidistance de tous les trucs, il y en a aucun qui accepte moins de 4 heures. Je comprends pas. Et enfin, pour terminer, vous remarquerez que j'ai pas beaucoup parlé de Rosalie Bloom. Et c'est un autre élément de base du film dans lequel je rentre pas et que je comprends pas. On se fout de Rosalie Bloom. À aucun moment... En fait, toute la question, c'est d'essayer de comprendre pourquoi Vincent s'intéresse à Rosalie Bloom. Mais nous, on en a rien à foutre. Et on voit cette femme... Oui, très bien, on peut deviner qu'elle a une vie un peu triste, un peu seule, un peu machin, et elle doit avoir des trucs derrière elle, mais... absolument pas de quoi la poursuivre partout dans Nevers et d'essayer de voir sa vie et de voir machin, etc. Enfin... Je vois absolument pas l'attrait de Rosalie Bloom. Je vois pas non plus vraiment ce qu'elle fait. Si elle a un petit côté Amélie Poulain, entremetteuse, mais vaguement, et puis on comprend même pas d'où il vient, et puis, enfin, si peut-être un peu quelque part, non, même pas, parce que c'est réglé à la fin. Oh, je sais, ben, bref. Je comprends pas le personnage de Rosalie Bloom, je comprends pas pourquoi il devrait m'attirer. Dans toutes leurs interviews, ils disaient on a envie de savoir ce qui se passe dans la vie de Rosalie Bloom. Non! Pas 2 secondes. Alors c'est peut-être ça mon problème. C'est peut-être ça le truc. C'est peut-être que j'étais absolument pas intéressé par ce truc-là et que du coup j'ai jamais pu rentrer dans le film. C'est tout à fait possible que ce soit là le point de gravité de mon trou noir qui fait qu'en fait Rosalie Bloom, je m'en branle. Mais je comprends pas pourquoi on devrait vraiment s'y intéresser, ni nous, ni les personnages vraiment du film en soi, quoi. Et alors,
si la façon de s'y intéresser, c'est cette espèce de fin débile pour nous expliquer stupidement pourquoi est-ce qu'ils seraient liés, c'est même pas poétique. Ça devrait être poétique, c'est juste con. J'aime bien la poésie aussi, je suis pas très réceptif, je vous l'avoue. Mais la poésie visuelle, si, la poésie d'histoire, si, justement, j'adore les beaux symboles, les beaux événements, les beaux trucs genre là. Mais alors là, mais j'ai failli exploser de rire quand j'ai vu la scène, quoi. Et le pire, c'est que c'est la dernière du film. Alors pour partir avec un mauvais goût dans la bouche, rien de mieux. C'est une... Je vais le dire, mais ne le prenez pas au mot. C'est une merde. Je déteste ce film. Donc je peux pas dire que c'est une merde, je le déteste. Mais je ne comprends pas ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Pas 2 secondes, j'ai eu le moindre atome crochu avec le moindre élément de ce film, à part Alice Isaz et la petite bouille de Ken Kojandi qui est trop mignon. Mais sinon, non, je comprends pas. Je m'en fiche complètement. Je trouve que le scénario est pas bon. Alors pour un mec qui est quand même connu pour être scénariste, dialoguiste et etc. Je comprends pas comment on peut en arriver là. Mais les dialogues sont faux, l'histoire est fausse, c'est artificiel. Je déteste les principes, les enjeux et les thèmes du film. Y a rien pour moi à en sortir. Je sais pas non plus, peut-être que je suis trop fan d'Amélie Poulain et que j'ai envie de le rattacher à Amélie Poulain et que ça me force à voir des trucs. Encore une fois, vraiment, je ne sais pas ce qui cause ces trous noirs cinématographiques. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment un truc là où mais rien de ce que se fait ce film ne me plaît. Et j'ai entendu aucun commentaire négatif en dehors de ça, donc vraiment, je sais, je me sens vraiment très très seul sur Rosalie Bloom, et j'ai l'habitude, mais là vraiment, non, Rosalie Bloom, c'est non. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi, j'ai plein d'exemples parce que je viens de vous faire 20 minutes de vidéo, mais non. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.